Si vous pouvez juste faire un... Ouais, ça sera plus... Un, deux, un, deux, un, deux. Ça sera plus agréable pour tout le monde. C'est plus chaleureux comme ça. Merci beaucoup. Je vous laisse le temps. Bon. Allez. Quand faut y aller, faut y aller. Écoute, je suis très content aujourd'hui d'accueillir Inès. Ah, ouais, ouais, lève-le, ouais. Hop. Let's go. Ah, c'est bon, on m'entend. Salut Inès. Salut. Je vais te poser tout de suite, on va mettre les pieds dans le plat. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es? Oui, avec grand plaisir. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Inès, j'ai 30 ans. Et dans la vie, à chaque fois je dis que c'est pas très intéressant, mais je bosse dans un cabinet de conseil en finance et à côté de ça j'ai un compte Instagram qui s'appelle Lâche ton assiette, sur lequel je témoigne de mon vécu avec les troubles des conduites alimentaires parce que quand j'étais plus jeune j'ai souffert d'anorexie et de boulimie. Et aujourd'hui je parle de comment j'ai réussi à m'en sortir et surtout j'essaye de dénoncer toutes les injonctions à la beauté qui pèsent en particulier sur les femmes mais aussi sur les hommes. Parce que c'est encore des troubles qui sont hyper présents et d'autant plus aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. Ok, alors nous on a voulu mettre... Vous m'entendez bien ou pas? Ouais, c'est bon. J'ai voulu mettre un peu les pieds dans le plat direct en parlant de quelque chose qui nous touche nous avec les troubles de santé psy, c'est la stigmatisation. Et je voudrais que tu nous expliques un peu qu'est-ce qui est stigmatisant dans le trouble du comportement alimentaire, et même tu dis trouble du... T'as dit... Trouble des conduites alimentaires. Ah, voilà. Ouais, mais sinon on peut dire quoi aussi... En fait, moi avant je disais trouble du comportement alimentaire et c'était une psychiatre qui m'avait reprise et qui avait dit non, c'est trouble des conduites alimentaires. Voilà. Mais bon, les deux, l'idée c'est trouble alimentaire, quoi. Est-ce que tu peux nous parler du coup de la stigmatisation là-dedans? Vraiment prends ton temps, dis-nous, Ouais. et peut-être faire le lien avec nous, les troubles psy, tu vois. Pour moi, il y a beaucoup de stigmatisation par rapport aux troubles alimentaires. Après, moi, encore une fois, j'ai souffert d'anorexie et de boulimie. Et pour les deux, c'est pas exactement la même chose. Sur l'anorexie, il y a beaucoup de restrictions alimentaires. Et en fait, les gens, quand ils te voient, ils comprennent pas pourquoi toi, tu as un problème, pourquoi tu n'arrives pas à manger normalement, entre très gros guillemets. Et ils comprennent pas que toi, dans ta tête, t'as une voix qui te dit tout le temps que tel aliment fait tant de calories et que tu ne peux pas le manger parce que toi, tu te vois trop grosse. Donc il y a cette première stigmatisation où en fait les gens comprennent pas que en fait non, c'est pas, il y a des gens pour eux c'est naturel de manger mais il y a d'autres personnes pour eux c'est pas naturel. Et à l'inverse, sur la boulimie, il y a aussi beaucoup de stigmatisation parce que là c'est l'inverse, tu as des excès alimentaires. Et même chose, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont aucun problème avec l'alimentation, qui peuvent pas comprendre que il y a des personnes où en fait manger pareil n'est pas un acte neutre et toi tu vas pas manger juste un gâteau, tu vas devoir manger tout le paquet de gâteaux et plein d'autres trucs. Donc pour moi la stigmatisation pour tous les troubles alimentaires c'est un peu la même chose, c'est que les personnes qui ont un rapport sain à l'alimentation disent manger c'est juste manger, alors qu'en fait il y a plein de personnes dans la société pour qui manger en fait c'est un acte hyper compliqué et hyper intellectualisé tout le temps. Alors c'est marrant, tu as dit, enfin marrant non, mais tu vois, tu as parlé d'une petite voix. Ouais. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu peut-être ce processus qui handicape d'un point de vue visible, et est-ce il y a des handicaps un peu invisibles là-dedans, dans la trouble de la conduite alimentaire? Trop bonne question. Oui, effectivement, cette petite voix, pour moi, c'est elle qui t'handicape de manière visible comme invisible. En fait, pour moi, encore une fois, c'est très lié à l'alimentation. Et en fait, c'est ce moment, enfin, je sais pas s'il y a des personnes qui vont se reconnaître ici, mais où en fait, dès que tu es dans un moment où tu manges, t'as toujours cette voix qui te dit que tu devrais pas manger ça, que tu devrais pas le manger comme ça, que tu n'aurais pas dû manger à cette heure-ci, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui fait que, mine de rien, t'es jamais vraiment là. Enfin, moi, j'ai plein de souvenirs de moments où, par exemple, je déjeunais ou je dînais avec des gens et en fait, j'arrivais pas à me concentrer sur la conversation parce que j'étais en train de me dire que je mangeais pas comme je devais manger. Donc, il y a ça. Et après, même chose, au-delà de l'alimentation, même dans tes relations sociales avec les gens, être autant focus sur soi et sur son apparence, même chose.
ça fait que t'es jamais à l'aise, t'as pas confiance en toi, t'arrives pas. Enfin, pour moi, c'est vraiment ce truc où t'arrives pas à avoir une vraie conversation avec les gens parce que t'es tout le temps en train de penser à ton apparence ou à ton alimentation. Donc voilà. Il y a quelque chose du coup de l'ordre de l'apparence aussi, qui est donc peut-être aussi un handicap invisible, j'imagine. Parce que quand tu es toute seule devant ton miroir et qu'il n'y a personne, le handicap il est entre le miroir et toi. Donc j'ai l'impression que je découvre là qu'il y a quand même une grosse part de choses que les gens ne peuvent pas percevoir. Et du coup, moi j'avais écrit en deuxième question, quelle relation tu as avec les proches, et surtout les proches aidants, ce qu'on appelle nous ici les proches aidants, donc les gens qui ont aidé les jeunes avec des troubles psy. Et toi, quel rapport tu as avec les proches aidants? Comment ils se positionnent vis-à-vis de toi? Et je voudrais juste prendre la métaphore de à table en famille, quoi. Il doit y avoir vraiment un game de ouf vis-à-vis de ça. Tu peux nous en parler? Ben, moi, j'avoue que ça va pas être très gentil pour mes proches, mais j'ai pas l'impression dans la période où j'avais des troubles alimentaires, d'avoir eu des proches aidants. J'ai plutôt eu l'impression d'avoir des proches pas aidants. Dans le sens où, en fait, on est dans une société, ça y est, je vais partir dans mes trucs sociologiques, mais en fait, on est dans une société qui est hyper grossophobe, et au-delà de hyper grossophobe, qui est très teintée de culture des régimes. En fait, les gens ne peuvent pas s'empêcher de toujours faire des remarques sur l'alimentation d'un tel, sur l'apparence d'un tel, etc. Et donc, là d'ailleurs, on est en janvier, donc on est encore assez proche des fêtes de Noël. Je pense qu'on est beaucoup ici à avoir forcément un proche qui à table peut pas s'empêcher de toujours dire que telle nourriture est trop grasse ou on va tous grossir, enfin bref. Et du coup, quand toi-même tu as un trouble alimentaire et un problème avec ton alimentation, bah, avoir ces proches qui font toujours des remarques sur l'alimentation n'est pas du tout aidant, justement. Donc moi, ouais, ça a été un peu compliqué parce que bah, j'ai une maman qui est très dans la culture des régimes, justement, très régime tout le temps, et qui, elle est pas bien non plus avec son alimentation, et donc elle a pu avoir des paroles blessantes sur l'alimentation, sur mon corps, etc. Donc bon, j'aurais pas trop de trucs à dire sur les proches aidants, malheureusement. D'un coup, la table, les, le rapport à se mettre à table devient tout de suite conflictuel. Je pourrais parler de moi-même où il y a toujours une remarque sur le fait de se resservir. Se resservir, ça doit être vraiment aussi un game, un truc intéressant, mais je fais le parallèle avec nous aussi, avec les maladies psy. On parle de médicaments parfois qui coupent la sensation de satiété, donc ça veut dire qu'en fait on n'est jamais plein, on n'est jamais rassasié, surtout en sortir du repas. Et donc c'est difficile pour les parents de vivre avec ça parce que ils prévoient la nourriture pour le soir, ou toi quand tu es chez toi tu prévois des choses et ça peut être tout de suite impressionnant et il y a des choses pour pallier à ça. Mais bon, je soulève quand même le côté invisible où on se rend pas compte autour de la table, mais il y a des gens qui vivent une sacrée épreuve. Quand tu vas au resto avec tes potes, des trucs comme ça, tu vois que la personne, elle a rien pris, ou elle a trop pris. Et c'est, je pense, quelque chose qui est super difficile pour les proches de suivre ça. Du coup, j'oriente sur une autre question, qui est la question de l'hospitalisation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment on se retrouve à l'hôpital? Est-ce que les proches nous y emmènent de force? Est-ce que tu peux nous parler de ça si tu le veux, hein, Ouais, non, j'ai aucun problème avec ça. Justement, j'allais dire, j'ai pas de problème avec ça parce que j'ai eu cette chance de, heureusement, être à la limite avant d'être internalisée et ne pas avoir eu à être internalisée. C'est qu'en gros, l'été où j'étais au plus bas niveau anorexie mentale, mon médecin de famille m'a orienté vers un spécialiste dans un hôpital. Et en fait, c'était assez malsain sur le moment, mais en gros, on m'a un peu menacée en me disant que si je perdais ne serait-ce qu'un kilo de plus, on m'internalisait tout de suite pour ma santé, quoi. Sauf que moi, à ce moment-là, j'étais en école de commerce et je pense que j'avais un truc dans ma tête où j'étais un peu carriériste et je voulais pas que mes études soient stoppées à cause de ça, plus la fameuse stigmatisation dont tu as parlé. Et donc, en fait, cet été-là, je me suis forcée à reprendre un peu de poids, juste pour qu'on me laisse tranquille. Et d'ailleurs, c'est le fait d'avoir repris du poids lors de ma phase d'anorexie qui m'a fait ensuite tomber dans la boulimie parce que
En fait, j'ai pas été accompagnée dans ma reprise de poids et donc j'ai commencé à réintroduire des aliments que je m'étais interdit pendant des années et la réintroduction de ces aliments m'a fait avoir mes premières crises de boulimie. Donc c'est comme ça que je suis passée d'un trouble alimentaire à un autre trouble alimentaire. Mais du coup, non, moi j'ai pas connu l'hospitalisation. J'ai juste eu cette fameuse menace, mais je suis jamais allée jusqu'à ce stade finalement. Alors, j'ai 2 questions. Qui t'a un peu confronté dos au mur? Est-ce que c'est les médecins ou tes parents? Et aussi, est-ce que tu peux expliquer pourquoi on dit anorexie mentale aussi? Parce que je connais pas très bien. Oui, Et du coup, je voulais savoir, ça m'interroge que tu aies dit ça en fait. Alors, moi, c'est les deux. En gros, le moment où mes troubles alimentaires ont été à leur paroxysme, c'était justement toujours quand j'étais en école de commerce et je vivais plus chez mes parents, donc je les voyais une fois tous les 2 mois à peu près. Et à chaque fois que je les voyais, en fait, mon poids baissait. Donc au début, tu peux un peu mentir, dire que bon, voilà, vu que t'es étudiante, tu manges moins. Enfin bref, tu peux raconter des histoires, mais en fait, à un moment donné, ça se voit. Donc mes parents s'inquiétaient beaucoup et en fait, ils m'avaient forcé à aller chez le médecin. Et de toute façon, à ce moment-là, je devais toujours aller assez régulièrement chez le médecin parce que j'étais sous pilule, donc il faut renouveler. Enfin bref. Et à chaque fois, il me pesait et il voyait bien que ma courbe baissait. Donc même chose, au début, je lui mentais. Sauf qu'à un moment donné, quand il a vu que mon poids était vraiment faible, en fait, il a fait un calcul tout bête et il m'a dit mais en fait, vous êtes à un stade de maigreur, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, j'étais un peu obligée de lui dire qu'effectivement, je me restreignais niveau alimentation. Et pourquoi on dit anorexie mentale? En effet, parce que c'est toi, ouais, c'est dans la tête et c'est toi qui... Non, oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est toi qui décides de te restreindre niveau alimentation, donc d'où anorexie mentale. Tout ça ravive un moment un peu... Enfin, c'est vraiment... vous allez comprendre. En fait, moi j'ai fait des études d'ingénieur, du coup. Et à la fin de mes études, je voyais une fille de l'école faire à fond du sport et tout. On était là, genre, ouais, il y a des terres et tout. Elle avait, bon, à mon avis, elle voulait perdre du poids, tu vois. Et en gros, a été embauchée dans la même entreprise que moi 1 ou 2 ans après. Ça, c'est 2 ans. Je la connaissais pas vraiment, tu vois. Ouais. Mais genre là, hyper fluette. Ouais. Et moi, j'avais déjà des galons dans la santé mentale. Mais j'ai quand même mis les pieds dans le plat c'est pour ça que j'en parle. C'est parce que comment aussi tirer la sonnette d'alarme quand tu vois une amie faire n'importe... Ou un ami faire n'importe... Enfin, pas faire n'importe quoi, mais plonger dans ce que tu disais, la maigreur. Et quand je lui ai dit, ah ouais... Enfin, je lui dis vraiment un truc débile, quoi, d'after work avec la bière. Ah, moi aussi, j'aurais voulu maigrir comme toi. Et genre là, je l'ai hyper froissé à ce moment-là, tu vois. Je suis à la fin, je vais lui expliquer et tout. Parce que nous, on est formés ici à la Pérédance et notamment au secours en santé mentale. Et je pense qu'on pourrait même devenir secouriste pour les troubles du comportement alimentaire. Si j'y pense, c'est-à-dire que ça doit sûrement exister. Donc, petite question subsidiaire. Comment t'aurais aimé qu'on aborde la discussion, ta situation? Par exemple, le médecin là qui te pèse, comment t'aurais voulu qu'il te rétrospectivement avec tout le savoir que t'as aujourd'hui? Ouais, moi je pense que j'aurais aimé être un peu mieux comprise et qu'on se mette à ma place parce que moi j'ai perçu beaucoup de jugements. Le médecin en soi ça va parce que comme il y a cette posture de médecin, bon, il utilise un peu des termes scientifiques, donc voilà, du coup il y a un peu de distance. Moi ce qui m'a fait le plus de mal, c'est plutôt les remarques de mes parents ou de mes amis de l'époque. Ma mère, alors que ça a toujours été elle qui m'avait critiqué sur le fait que j'étais trop grosse avant, là d'un coup elle me faisait des remarques très, même si je sais que ça partait pas d'une mauvaise intention, mais elle me disait t'es squelettique, t'es vraiment un sac d'os, les garçons ils aiment pas ça, enfin toutes les remarques un peu comme ça, bref. Et mes amies de l'époque, pareil, elles étaient inquiètes. Mais elle me disait juste t'es trop maigre, faut que tu manges, t'es trop maigre, faut que tu manges, mais qu'est-ce que t'as, pas mangé de pâtes, enfin bref, et c'était toujours dans l'agressivité en fait, et personne se mettait vraiment à ma place. Donc je pense que j'aurais aimé juste qu'on me dise je suis là, si tu veux en parler, enfin bref, qu'on se mette un peu plus à ma place plutôt que juste me faire des reproches et me dire que je suis squelettique ou je mange pas assez. Alors j'ai une question qui me vient, mais je la reposerai après vis-à-vis du travail que tu as en tant que média sur Insta. Oui. J'ai plein de questions là-dessus aussi. Je voulais, petite question, tu peux y répondre vraiment à ton rythme comme tu veux.
Je me suis posé la question s'il y avait plusieurs types ou s'il y avait des spectres dans le trouble du comportement alimentaire. Et notamment, tu as parlé de boulimique et anorexique. Est-ce que tu peux me dire si, en fait, genre, il y a un type de TSA par personne? Est-ce que on peut soigner les gens en collectif vis-à-vis du TSA? Parce que j'ai une question qui me vient pour la pérédance que nous on fait ici. Et donc on recoupera avec ça. Mais est-ce que en fait on peut mettre un peu les gens, même de manière positive, dans des cases en fait? C'est une trop bonne question. C'est vrai que souvent on catégorise un peu tous les troubles alimentaires. On dit l'anorexie, la boulimie. Et il y a d'autres troubles alimentaires dont j'ai pas parlé. Par exemple l'hyperphagie, qui est comme de la boulimie, sauf que t'as pas de technique compensatoire. Tu vas avoir des grands excès alimentaires, mais tu vas pas te faire vomir ou faire du sport, etc. Et après, il y a l'orthorexie, où c'est l'obsession de la nourriture très saine, bio, etc., qui est très courante dans notre société actuelle. Mais en vrai, pour tous les troubles alimentaires, et c'est là où ils sont tous liés, pour moi, c'est tout le temps quelque chose qui est lié à l'apparence, quoi qu'on en dise. Pour moi, toutes les personnes qui ont des troubles alimentaires, c'est des gens qui, à un moment donné, ont voulu maigrir, et qui en fait se sont un peu perdus dans ça. Enfin, typiquement, vu que je parle de l'hyperphagie, dans l'hyperphagie, tu as beaucoup de personnes obèses ou en situation de surpoids qui sont hyperphages, et c'est souvent des personnes, quand tu as des discours avec eux, qui, quand ils étaient ados, on les a mis au régime, quand ils étaient enfants, ils ont été mis au régime, donc en fait, à un moment, ils ont eu, pareil, une restriction alimentaire, et ils ont voulu se venger plus tard sur l'alimentation. Et donc pour moi, ouais, tu peux mettre tout le monde ensemble, parce que finalement, si tu avais un cercle de parole avec toutes ces personnes-là, que ce soit une personne anorexique, une personne boulimique, une personne hyperphage ou orthorexique, bah à la fin, on parlerait de qu'est-ce que tu as subi en termes de traumatisme qui fait que tu es là, et c'est souvent les mêmes. C'est souvent du harcèlement scolaire à l'école parce que tu étais gros, des remarques de tes parents parce que je sais pas, tu devais pas manger comme ça. Donc ouais, il y a quelque chose de commun, je pense, à tout le monde. Et alors, c'est imaginable d'avoir un lieu de rencontre purement associatif? Est-ce que ce serait une ambition pour toi même de monter ça? Ouais, vis-à-vis de la pérédance qu'il y a ici, tu vois? Bah ouais, moi j'aime. j'aime. Du travail, hein, mais. Oui, non, mais clairement, on peut t'aider. Wow, trop cool. Bah moi justement, j'ai fait une formation de père aidance là en juin dernier avec une association qui s'appelle Andat TCA. Et oui, à terme, j'aimerais vraiment me développer plus sur l'aspect associatif. Alors je sais pas comment. Je le fais un peu à ma petite échelle avec mon compte Instagram, mais oui, j'aimerais bien, parce que je le vois à chaque fois que je rencontre des personnes qui ont souffert de troubles alimentaires, qui souffrent pardon de troubles alimentaires, le fait de toi témoigner sur comment tu t'en es sorti, bah est hyper aidant. Donc oui, et puis c'est toujours bien de se sentir compris ou comprise quoi par quelqu'un qui l'a vécu. On reparlera de cette violence. J'ai une autre question vis-à-vis de ça. J'en ai une. Nous ici, il y a des gens qui souffrent de TCA, qui l'ont dit aux entretiens d'admission, on en parle, mais en fait le truc c'est que c'est sous forme de comorbidité. Donc ça veut dire que si tu as des troubles psy, tu dois être suivi pour ton trouble psy, notamment à l'hôpital, ils vont mettre le TCA de côté. Est-ce que un peu, au second plan? Et est-ce que t'as déjà vu ça, justement, où t'as d'autres problèmes dans ta vie que le TCA, et d'un coup le TCA devient secondaire? Parce qu'il te tue pas, parce que machin. Oui, enfin, je sais pas si tu fais si dans ta question c'est par exemple quand t'as une maladie type bipolarité et en fait t'as aussi un trouble alimentaire. Moi je l'ai pas eu, mais je sais que je connais justement via Instagram, j'ai rencontré, dommage elle est pas là, alors ça aurait été hyper intéressant qu'elle témoigne aussi, mais justement j'ai une amie à moi qui est bipolaire et qui, en plus de sa bipolarité, du coup est également boulimique. Et c'est vrai qu'en fait la bipolarité prend tellement de place que en fait le traitement de sa boulimie est mis au second plan, alors que en fait ça lui gâche également la vie. Alors, on aura peut-être l'opportunité d'en reparler, même en postant un message sur la commune, pour si des gens veulent témoigner de ça. Ouais, ce serait hyper intéressant. Et après, donc du coup, j'avance un peu sur les productions que tu as pu avoir. Alors je l'ai pas lu, du coup je pourrais pas en parler, mais tu as écrit un livre. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ce carnet que tu as créé, et en faire même la pub, si tu veux, pour donner envie aux gens peut-être de se fournir. C'est important. Ouais, non mais c'est vrai. Je sais pas pourquoi. Moi, je suis toujours trop mal à l'aise. En finance, en plus. Ouais, mais même. Non, mais en fait, toujours quand je souffrais de troubles alimentaires, mon psychologue de l'époque
il m'avait donné un conseil qui personnellement m'a beaucoup aidé. Il m'avait dit, alors que ça peut paraître contre-intuitif parce que pour moi ça te fait être encore plus obsédé par l'alimentation, mais il m'avait dit note tous tes repas de la journée, mais pas comme tu le fais d'habitude en mode les calories, etc. Juste note tes repas et écris si tu avais faim avant le repas, est-ce que tu étais satisfaite après le repas, etc. Et quand tu as une crise de boulimie, pareil, note ce qui s'est passé dans ta journée et essaye de faire le lien avec les repas de la journée que tu as mangé. Et si tu vois, et en fait, petit à petit, le fait de le faire tout le temps, ça m'avait prendre conscience que typiquement, moi, dans mon cas, mes crises de boulimie, elles arrivaient tout le temps au même moment. C'était tout le temps au niveau du goûter. Parce que souvent, effectivement, mon repas d'avant était, je m'en rendais pas compte, mais était en fait hyper faible en calories. Et en fait, c'est ça, avoir ce suivi alimentaire pendant très longtemps, ça m'a fait prendre conscience de ça et ça m'a permis de mettre des actions en place avec mon psy par rapport à ça. Et donc, moi, sur mon compte Instagram, ce que j'ai fait, c'est que avec une psychologue et avec des graphistes, j'ai designé ce carnet qui est exactement le même que ce que mon psychologue m'avait dit de faire, sauf que je l'ai fait de manière jolie, quoi. Donc c'est un carnet où en fait tu peux tous les jours noter tes repas, dire à quel point tu avais faim sur une échelle, à quel point tu es satisfaite après, et pouvoir faire du sorte de journaling alimentaire où quand tu as une crise, t'explicites qu'est-ce qui s'est passé. Et donc petit à petit, ça permet d'avoir ce suivi. Donc voilà, c'est plus un outil pour suivre son alimentation, quoi. Et pour trouver un peu des pistes pour finalement avoir une action contre ces crises petit à petit. Voilà. Alors tu parles de l'écriture. Oui. Nous ici, dans l'asso, en ligne, partout, la vertu thérapeutique de l'écriture est extrêmement efficace. Alors, t'écris pas des nouvelles ni des romans, tu écris ton alimentation, mais à quel point juste c'est le fait d'écrire les repas est thérapeutique. Et en fait, est-ce que c'est pour ça que tu t'es dit, mais en fait, il faut que je crée un carnet à trous, limite un peu comme l'agenda de l'année 2026, quoi. Ouais. Et dis-nous à quel point c'est gratifiant pour toi d'écrire. Et peut-être dis-nous, est-ce que tu aimes bien écrire, peut-être au travail ou même à côté? Ouais, comme tu le dis, c'est hyper thérapeutique d'écrire et en fait, ça permet de... Encore une fois, je l'ai dit au début, mais quand on a des troubles alimentaires, on a vraiment une voix dans notre tête tout le temps et le fait d'écrire, ça permet un peu de relâcher tous ces trucs qu'on a dans la tête, encore une fois. Donc c'est hyper thérapeutique et je me répète, mais moi, l'écriture, ça m'a vraiment fait prendre conscience de d'où venait le problème, en fait. Donc ça a été hyper aidant. Et même chose, moi, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. La jeunesse justement de mon compte Instagram, c'était un peu ça, c'est que je voulais témoigner. Et moi, encore aujourd'hui sur mon compte Instagram, j'ai beaucoup de posts écrits et ça me fait énormément bien d'écrire. Je pense que ça me guérit encore, même si, je me répète, aujourd'hui, je considère que je suis guérie des troubles alimentaires, mais le fait de témoigner là-dessus, je sais pas, ça soigne un truc en moi. Donc oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire sur le côté thérapeutique de l'écriture. Et j'ai une petite question qui me vient. Est-ce que ton média a une certaine aura? Est-ce que tu fais super attention à ce que tu dis? Comment tu parles des troubles? Est-ce que tu es aidé aussi pour parler à ce large public, pour éviter de faire, sans que tu le veuilles, des trucs qui pourraient être nocifs pour les abonnés? Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Je fais hyper... Désolée, je t'ai coupé. Je fais hyper attention parce qu'encore une fois, je suis quand même face à un public qui a un rapport fragile, exactement. Donc moi, typiquement, mes règles où je ne dérogerai jamais à ça. Et j'en ai longuement parlé aussi avec des psychologues parce que y a beaucoup de psychologues qui me suivent, etc. C'est que je montre jamais ce que je mange. Donc vous ne verrez jamais sur mon compte une journée dans mon assiette parce que... Ouais, non, jamais parce que je sais que moi, il y a eu une période, la période de ma vie où ça allait mal niveau alimentation. Je consommais beaucoup de contenu où les gens montrent leur journée alimentaire, etc. Et je pense que c'est jamais sain parce que, en fait, tu te compares forcément, donc je montre jamais ce que je mange. Et dans la même veine, je fais jamais de body checking. Enfin, je vais jamais me filmer pour montrer mon corps, en gros. Donc voilà, je montre jamais ce que je mange et je montre jamais mon corps, quoi. Donc, c'est vrai que moi, rien à voir. Hein, j'aime bien Insta, je parle souvent avec des gens et tout. Et moi, je montre jamais ce que je déjeune ou ce que je mange. Je sais pas vraiment pourquoi, mais je veux pas le faire en fait. Non, mais c'est très Parce qu'il y a pas mal de gens aussi véganes et tout, machin. Donc je veux pas créer des... Tu vois, même
prendre en photo les repas, c'est pas un truc. Je condamne pas ceux qui le font, Oui. mais ça Non, n'a je suis rien à voir. Hein, mais je pensais à ça. Je pense tout haut. En plus, j'ai le micro, donc voilà. Désolé, je suis un peu fatigué. Voilà, c'est bon. En quoi, ouais, donc voilà, ça, bah, on va continuer sur ce que tu disais. Ouais. En quoi, du coup, ton média, il t'aide, toi, et aussi, à quel point, genre, ça te passionne vis-à-vis de la tonne d'heures que tu dois y consacrer en plus de ton boulot. Parle-nous un peu de cette passion d'aider aussi. Ben, encore une fois, je pense que il y a un côté altruiste et un côté égoïste en même temps. Bon, je vais commencer par le mauvais côté du coup. Pour le côté égoïste, c'est que je pense que, encore une fois, ça guérit un truc en moi parce que moi, je ne supporte pas cette phrase-là qui dit ce qui ne te tue pas ne te rend plus fort, pas du tout. Mais par contre, ça a été tellement un truc horrible dans ma vie, les troubles alimentaires. Vraiment, j'ai été très malheureuse pendant une grande partie de ma vingtaine à cause de ça. Que aujourd'hui, en fait, je me dis, bah, autant se servir de cette période qui a été compliquée pour aider d'autres personnes et pour toi aussi. Enfin, j'ai pas envie de dire que ça ait servi à quelque chose, mais enfin voilà, non, j'allais dire capitaliser sur ça, c'est toujours pas le bon terme, j'arrive pas à trouver comment le dire, mais en gros, moi ça me fait du bien en fait de parler de ça, ça permet encore une fois de guérir un truc en moi. Et après, pour le côté altruiste, c'est juste que, en fait, moi je l'ai toujours dit, ce compte Instagram, quand je l'ai créé, c'est que en fait, j'ai écrit sur ce compte Instagram ce que j'aurais aimé lire quand moi-même je souffrais de troubles alimentaires. Parce que vraiment, quand on souffre de troubles alimentaires, on se sent extrêmement seul. Et il y a plein de trucs dont on ne parle pas à ses amis, dont on ne parle pas à ses proches. Et typiquement, moi je sais que, je le disais la semaine dernière à une autre conférence que j'ai faite, mais moi sur son compte Instagram, j'ai dit des trucs en vrai horribles, mais que moi j'aurais aimé lire quand je souffrais de troubles alimentaires. Enfin, typiquement, il y avait un post où j'expliquais qu'il y avait des périodes de ma vie où je mangeais des aliments surgelés, où je commençais une crise quand j'étais à peine dans la rue, je sortais du Monoprix et j'étais déjà en train d'ouvrir mon paquet de céréales que j'allais déglinguer en 5 minutes en arrivant chez moi. Et en fait, c'est débile, mais le fait de l'écrire, de le poser et de le poster sur internet, comme ça peut paraître un peu fou parce que tu te dis mais trop bizarre de raconter ça, mais en fait moi je savais qu'en face il y a des gens, ça allait leur faire du bien de lire ça, et effectivement il y a plein de gens, ça leur a fait du bien parce que c'est un truc dont on parle pas, enfin personne n'en parle. Comme tu dis, il y avait il y a une stigmatisation par rapport à ça, donc on n'en parle pas. Non, mais il y a une forme aussi du fait que tu as fédéré des luttes qui étaient toutes avec des personnes un peu solitaires vis-à-vis de ça. Ouais. Donc c'est si fort de tous ces abonnés que tu as, et je pense que les gens croient aussi en ce que tu dis. J'ai une autre question, c'était quoi? J'allais rebondir sur ce que tu me dis. Bon, non, ça va me revenir. Non, mais t'inquiète, aucun sujet. Pas de problème, ça va me revenir. Non, on avait une petite, on a vu aussi fun que sur sur ton compte Insta, tu avais créé un petit format que tu appelais Zom. Ah oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ça nous a fait beaucoup rire quand même. Enfin, ça nous a fait rire et ça nous a un peu choqués. Ouais, bah c'est un... À quel point tu veux nous choquer avec ça? Oui. Alors, c'est un format que j'ai créé, d'ailleurs, qui a beaucoup fait popper mon compte. Parce que c'est un format qui fonctionne très bien. Alors, il y a un public masculin ici, j'ai vraiment rien contre les hommes, il n'y a aucun problème. Mais en gros, c'est un format qui s'appelle Les Hommes, mais avec un Z. Où en gros, en fait, je m'étais rendu compte sur Facebook que dès qu'il y a une vidéo d'une star féminine, en fait, c'est assez choquant. Je vous invite à le faire, vous allez voir, c'est tout le temps la même chose. En fait, il y a toujours des mecs qui commentent, mais vraiment des trucs horribles. Enfin, sinon, allez sur mon compte et vous verrez. Mais en gros, mon format, c'est je prends la vidéo, puis je prends les commentaires en masquant le nom de la personne. Et en fait, souvent, malheureusement, la personne qui commente et qui dit des trucs absolument horribles, c'est toujours le même profil de personne, c'est-à-dire un homme blanc d'un certain âge. Et donc voilà. Pas moi. Non, pas toi. J'ai rien commandé, moi. Donc voilà, donc c'est juste, j'affiche les commentaires parce qu'en vrai, les commentaires sont tout le temps très très choquants, et donc voilà. Donc c'est toujours contre les femmes, contre leur physique, parce qu'elles sont pas assez bien, bref. C'est ultra intéressant. Alors, à chaque fois que j'ai une idée ou une question, elle part. Désolé. T'inquiète. Elle va dans les bas-fonds de mon subconscient.
Ok. Ouais, j'ai vu quand même que, bon, effectivement, il y a énormément de harcèlement en ligne. Dès que tu postes une photo, qu'il y a un truc qui dépasse, tu déchaînes toute la haine. Quelqu'un qui était à la base un peu cool devient un haters de dingue. Je pense quand même, en ce début d'année, j'ai été vachement choqué par une fille qui avait souffert de troubles de harcèlement, qui malheureusement a décidé de mettre fin à ses jours. Moi, je voulais qu'on continue sur justement le body shaming, l'approche qu'on a tous entre nous. Euh, du coup, petite question, est-ce que tu serais prêt avec ces trucs de hommes carrément à attaquer des gens parce qu'on a leur adresse IP, on a tout. Et est-ce que tu serais prêt à créer des collectifs contre justement la grossophobie, le truc. Je complète juste ma question sur le fait qu'en fait, il y a plein d'influenceurs aujourd'hui qui portent plainte contre des gens qui ont gain de cause et qui reçoivent de l'argent. Donc c'est un peu balèze de faire ça, mais nous, la maison perchée, en réalité, il n'y a pas trop de haters. On souffre pas trop de ça, mais par contre, dans ton cas, les commentaires horribles que j'ai vus sur ton Insta, c'est attaquable. En plus, je pense que tu as une porte un peu juridique dans ton métier. Tu peux récupérer de l'argent même pour remettre dans une asso, tu vois. Parce que j'entendais un influenceur, bon, c'est un influenceur, un mec qui parle des anges de la télé-réalité, tu vois. Mais au moins, lui, il va jusqu'au bout. Le mec qui a dit à un gamin de 16 ans qui dit des horreurs, ok, bah tu vas être endetté, mon petit, parce que tu t'es pas excusé. Voilà. Qu'est-ce que tu entends? Je parle non, si, c'est hyper intéressant, j'y avais jamais pensé, donc merci pour l'idée. Moi, franchement, je trouve que le cyberharcèlement, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, j'aurais dû commencer par ça. Mon concept, là, les hommes, en vrai, c'est surtout pour dénoncer le cyberharcèlement et le body shaming. Et malheureusement, pour l'instant, le cyberharcèlement n'est vraiment pas assez puni. Il y a vraiment des gens qui, sur Internet, à cause à cause de l'anonymat, se permettent un peu tout et n'importe quoi et disent des choses absolument horribles. Et effectivement, c'est quand même condamné par la loi. Donc, j'y avais pas pensé, mais franchement, ouais, il y a un truc à faire. Et effectivement, si après cet argent, il peut être utilisé pour des meilleures choses, trop chouette, quoi. Créer une forme de... En fait, créer des cadres juridiques rassurants pour nos ados. Ouais. Des endroits où ils peuvent témoigner autrement qu'à un CPE qui connaît que dalle, et qu'il y a un endroit de répit grâce à un Insta ou à un truc pour éviter tous les jours les enfants harcelés. Je parle pour nous parce qu'en fait on est des médias, et donc du coup en gros on a une certaine portée, tu vois, et que les gens se disent qu'il y a des exemples ou des gens qui arrivent. Ah oui, j'ai l'idée que j'appelle ça les constellations qui passent dans ma tête. Et donc du coup, à réfléchir sur ces trucs-là. Nous on n'est pas encore, on est 18-40, donc on n'est pas encore vraiment chez les ados, qui était quand même le but important au début, c'était d'avoir une portée chez eux, au collège, au lycée. Ne serait-ce que pour anticiper des troubles psy, qu'ils sachent à l'avance les symptômes, comme le tien, on parle de symptômes, j'imagine. Donc voilà, donc c'est très fantasque et on n'a rien fait encore aujourd'hui, mais ça peut être partir sur un truc vraiment genre, ok, tu veux critiquer quelqu'un sur Internet, il va falloir que tu sois très light et constructif. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Durcir les réseaux, je pense que ce serait une bonne idée. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Voilà, et en plus on est en France, donc on a quand même un savoir-faire juridique, ça peut aller vite, quoi. Ouais, je voudrais qu'on reparle. 40. Ouais, c'est ça. Nous, on parle, alors dans les maladies psy, vous savez, il y a toute une période, donc parfois on est un peu en crise, on découvre la maladie. On parle d'une période de stabilisation qui est importante, et après ici, on parle d'un rétablissement qu'on vient ici raffermir ici. Est-ce qu'on parle de stabilisation, de rétablissement? Est-ce que la maladie est derrière toi, ou est-ce qu'il faut faire attention? Alors moi, mes médecins de l'époque, ils n'utilisaient pas ces termes, mais c'est exactement ça. Clairement, il y a une phase de stabilisation, et même il y a un terme. Souvent, alors moi ça c'était une phrase horrible qu'on m'avait dit. On m'avait dit tu ne guéris jamais des troubles alimentaires. Alors je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais par contre, effectivement, il y a un autre terme qui est utilisé, c'est la rémission plutôt que la guérison, parce que en fait, même si ça va mieux,
il faut toujours être un peu sur tes gardes parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, les troubles alimentaires c'est quand même très lié à l'apparence, au poids, à l'alimentation et comment dire. Moi souvent les troubles alimentaires. C'est quotidien en plus. Oui, c'est quotidien. En fait, c'est ça. C'est C'est ça, exactement. Désolé, je te coupe. Ah non, mais si, t'as raison, il n'y a aucun problème. Mais justement, moi, pareil, mes médecins de l'époque, ils faisaient beaucoup. Enfin, moi, j'avais l'impression d'être addict à la nourriture. Et oui, dans la boulimie, il y a clairement quelque chose comme ça, d'addiction à la nourriture. Et justement, je m'étais dit, parfois j'avais ces pensées où je me disais, purée, c'est horrible parce que, par exemple, imagine t'es alcoolique ou je sais pas, t'es accro à une drogue, etc. Ça va être hyper dur de te sevrer, mais c'est possible une vie sans alcool ou sans drogue, même si ça va être hyper compliqué, il y aura peut-être des moments où tu vas replonger, etc. L'alimentation, en fait, tous les jours, faut manger. Enfin, tu peux pas dire, bon, bah, je vais plus manger. Donc, l'énorme difficulté. ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est plus une rémission. Tu prends un petit déj le matin? Qui est le petit déj ici? Tu prends du petit déj? Ah, vous êtes pas beaucoup. Moi, je prends jamais de petit déj. Mais non, sérieux? Waouh, je peux pas. Clope le matin à 8h. Là, j'avoue, je mange pas de petit déj. Ouais, je peux pas. Une banane, mais. Tiens, les hommes là, il y a une question qui me vient là. Et le TCA chez les hommes? Monsieur Bleu, là, les mots bleus? Les mots bleus. Ouais, j'adore ce qu'il fait. Incroyable. Ouais, incroyable. Et on ne sait pas, mais les TCA touchent beaucoup les hommes aussi. Oui, et de plus en plus. Et en plus, des gens qui ne savent pas, genre moi, qui voulais prendre deux poulets curry ce midi, genre, ouais, je pense que là, on est beaucoup à pas savoir qu'on est porteur de cette problématique. Ben, je pense que je parle des hommes parce que voilà, ouais. Mais même pour les femmes, il y en a plein qui savent pas. Et donc on invitera les mots bleus. Mais oui, mais j'ai déjà interviewé la dernière. Il est trop cool. Moi j'adore ce qu'il fait. Je sais pas où je voulais en Non, mais par contre j'ai un truc à dire sur ça. Je trouve ça hyper intéressant. Et en plus je me répète, mais c'est trop bien parce que il y a beaucoup d'hommes là, alors que moi d'habitude j'ai un public principalement féminin, donc j'en profite. C'est vrai que il y a vraiment cette image, et justement, je me reviens encore à ta première question sur la stigmatisation. En fait, au-delà de la stigmatisation, je pense que sur les troubles alimentaires, on a une image qui a été véhiculée par les médias qui est très la femme blanche qui mange une pomme. Enfin, un peu le cliché de la mannequin. Et pour nous, un trouble alimentaire, c'est ça, c'est une femme anorexique qui mange une pomme, qui est blanche, qui est mince, etc. Alors qu'en fait, comme tu le dis, ça peut toucher plein d'autres personnes, dont des hommes. Et aujourd'hui, je pense que ce qui fait que les hommes ont moins l'impression d'avoir un trouble alimentaire, c'est que enfin, il y a deux exemples qui me viennent en tête. Là, quand tu as parlé du double poulet curry, c'est que souvent les hommes, par exemple, le fait d'avoir beaucoup d'appétit, c'est ok. C'est ok, c'est un truc de bon vivant. C'est un bonhomme. Ouais, c'est un bonhomme, exactement. Ouais. Donc c'est un truc très lié à la... deux poulets curry avec des chips. Exactement. Ouais, mais et au-delà de ça, il y a aussi la musculation parce que t'as plein. La bigorexie là. Ouais, voilà. T'as plein d'hommes qui sont hyper obsédés. Et je pense qu'on en a tous dans notre corps. Ouais, vas-y. C'était ça aussi parce que j'ai le cerveau qui fatigue. C'est pas trop trigger pour vous et surtout dites-le nous si genre il y a des moments c'est trop pour vous. Vous pouvez faire un tour, revenir. Enfin je dis ça à la fin. Mais c'est vrai que on n'a pas. Ouais, désolé. C'est vrai que je suis désolé, on a oublié de dire que quand même ça pouvait être des choses très fortes qu'on allait aborder. Donc merci beaucoup d'être resté et j'essaierai la prochaine fois quand c'est des sujets un peu durs. Ouais, donc je suis désolé, j'ai le cerveau distrait. Donc les hommes. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais poser une question aussi. Ouais, est-ce qu'il y a des zones un peu des zones franches, des zones un peu où les personnes avec des TCA peuvent se réunir pour faire de l'art, des trucs. Est-ce qu'en fait c'est un milieu qui est fédéré autour de lieux, de choses? Parce que nous on a la chance ici d'avoir la maison Perchée. Mais est-ce que avec vous il y a des zones un peu de rencontres? Ben malheureusement pas tant que ça. Non, pas tant que ça. En vrai, moi tout ce qui me vient c'est le milieu associatif toujours. Il y a une association incroyable qui s'appelle Je Danse, que je vous invite, pareil, elles ont un compte Instagram, elles font des événements souvent, et plusieurs fois dans l'année, elles organisent ce qu'elles appellent les journées Je Danse, où en fait c'est des journées où les personnes qui souffrent de troubles alimentaires peuvent se réunir, il y a des cercles de parole qui sont organisés, il y a des conférences, etc. Mais j'avoue, un lieu en tant que tel, je l'ai pas à ma connaissance, enfin en tout cas, alors que moi, je suis très en lien avec des associations, avec des psychologues, avec des psychiatres, etc.
J'ai jamais eu à ma connaissance ce type de lieu malheureusement, mais ça pourrait être hyper utile parce que je me répète, bah c'est un trouble alimentaire, enfin c'est un trouble mental pardon qui est très vécu seul en fait et ça ferait du bien de pouvoir en parler avec d'autres personnes qui ont le même problème. On a commencé un peu plus tard. Ça vous dérange pas de finir un peu plus tard à 17h10? Ça vous va juste ouais. Parce que là il y a 2 constellations qui sont passées dans ma tête. Et ce que j'ai. Ouais, ah ouais c'est ça. Tac. Ah non, j'ai encore oublié. Je voulais reposer une question un peu basique. Mais d'où nous vient ta petite métaphore laisse l'assiette Ah oui. Ouais, rappelle-nous le nom du. Lâche ton assiette. Lâche ton assiette. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient? Et moi, ça me fait penser à Guillaume Gallienne. Guillaume Gallienne, qui est un comédien, qui a écrit un film qui s'appelait Guillaume et les garçons à table, où il met comme titre ça, où en gros il montre qu'il était différent dans sa famille, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu dire? Est-ce que c'est lié à ton parcours? C'est quoi la métaphore de ça en fait? Bah en fait, il y a mon mari là qui est au premier rang. Le moment où j'ai créé mon compte Instagram, je lui en avais parlé à lui. Et on était en train de réfléchir à un nom. Et en fait, je sais pas, lâche ton assiette, c'est venu assez naturellement parce que c'est un peu un truc de lâcher prise. Parce que, encore une fois, moi pendant très longtemps, j'ai eu cette fameuse voix dans ma tête. Et lâche ton assiette, pour moi, c'est un peu laisse-toi tranquille, quoi. Enfin, arrête d'avoir ta vie qui est que focus sur l'alimentation et essaye de vivre d'autres choses. Enfin, bref. Donc, c'est un peu, se laisser tranquille, quoi. Donc, c'est ça la métaphore. Ok. Et dernière question. Après, je vous laisserai poser des questions. On aura 15 minutes pour vous entendre. Ouais, donc en fait, c'est sur cette petite voix dans la tête, j'ai l'impression qu'il y a un solide combat psychologique à avoir et à mener. Est-ce que tu peux nous donner peut-être des thérapies que tu as faites en particulier? Est-ce que tu peux aussi faire écho au fait que nous, on a parfois aussi des voix dans notre tête, on parle dans certains troubles, dans les crises. Ouais. Qu'est-ce qui a pu t'aider à masteriser un peu cette pensée qui va contre toi en fait? Alors, moi, ce qui m'a beaucoup aidé en termes de thérapie, c'est la TCC, thérapie cognitive et comportementale. D'accord. Parce que tu as des outils concrets. Et en fait, moi, mon psychologue de l'époque, là où il m'avait beaucoup aidé, c'est qu'en fait, il avait un peu déconstruit toutes mes croyances alimentaires. Parce que à cause des troubles alimentaires, j'avais vraiment... moi, c'est limite, je ne savais plus en fait comment manger. Et d'ailleurs, désolé, parallèle... dans les troubles alimentaires, c'est important de se faire suivre par beaucoup de personnes. Moi, je pense que ça suffit pas juste le psychologue. Moi, à l'époque, j'avais un psychologue, un diététicien, et même à une période un psychiatre parce que j'avais besoin de prendre des anti-anxiolytiques vu que, je sais pas, j'avais beaucoup d'anxiété liée à l'alimentation. Et donc voilà, il y a ce truc pluridisciplinaire. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est le fait de petit à petit déconstruire toutes mes croyances alimentaires et des trucs tout bêtes, peut-être ça paraîtra anodin ça paraîtra débile pour des gens, mais bon, moi à l'époque c'était ça. C'est comprendre que y a pas, désapprendre bon versus mauvais aliments. Me dire, je sais pas, mon diététicien par exemple me réexpliquait un peu les bases dans le sens, manger une pomme, ça te permet d'avoir de l'énergie pendant 30 minutes. Enfin, c'est des trucs aussi bêtes que ça, mais voilà, un peu remettre les bases surtout. Et ça, c'est un travail que j'ai fait avec le psychologue de diététicien. T'avais besoin un peu d'aller profondément, d'un point de vue aussi de connaissance. Ouais. T'avais besoin d'aller chercher quelque chose, quoi. Oui. T'as dit que tu mettais un peu tes œufs dans tous les paniers. J'ai une question que j'ai jamais posée en intervenant. Non, mais est-ce que tu peux nous parler un peu du métier que tu fais? Parce que ça peut peut-être intéresser des gens. Ouais. Et je trouve que c'est un bon point positif aussi de montrer qu'on peut avoir aussi un métier, des responsabilités. Donc, ça, t'as dit lequel des deux métiers? Parce que moi, j'ai 2 métiers. Tes 2 métiers, ouais, carrément. Ok. On va commencer par celui qui me plaît le moins. Le job alimentaire. Ouais, voilà, c'est ça. Un mauvais jeu de mots. Non, mais c'est ça. En plus, le job alimentaire qui peut être aussi un peu indigeste. Exactement. Pour moi, c'est vraiment un job alimentaire. Ouais, c'est pas mal. Je la garde pour un stand-up. J'adore. Quel est le comble pour un TCA d'avoir un job alimentaire? Exactement. Non, mais c'est ça. C'est bon, elle est faite la blague. Oui. Elle est là. Tu veux faire du stand-up? Non, mais c'est une bonne idée. En tout cas, je
je suis consultante dans un Fatigué, cabinet. désolé. Mais non, mais arrête, ne t'excuse pas. Désolé. Donc je suis consultante dans un cabinet de conseil en finance. Des gros mots juste pour dire que dès qu'une entreprise a un problème dans ses chiffres, dans la finance, etc., bah, je suis là pour les aider. Et donc, et au jour le jour, franchement, ça va paraître tellement chiant à expliquer comme ça, mais je fais des budgets, je m'assure que les budgets sont respectés. Et si jamais c'est pas respecté, on trouve des solutions. Si je résume, c'est ça. C'est de la finance, quoi. Et donc, tu as réussi à faire tes études, puis le travail, Ouais. un peu dans la bataille. Oui. C'est ça qui est un grand point positif. Ouais. On n'est pas tous d'accord là-dessus, mais bon, quand tu as fait 2-3 ans et qu'il te reste 2 ans pour un diplôme, vaut mieux essayer d'y aller jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est très très compliqué. important. Moi, je suis ingénieur, je travaille plus avec mes maths et mes sciences de l'ingénieur, mais c'était important d'aller au bout pour moi. Il n'y avait aucun suivi handicap dans mon école. C'était un peu la cata, à se prendre des conseils de discipline et tout. Mais bon. Bon, bah, je te remercie beaucoup, Inès. Oui. Et du coup, il nous reste encore 10 bonnes minutes. Alors, vas-y, mais tu peux te mettre debout du coup. Merci beaucoup, c'était hyper chouette. Merci à toi. Moi j'ai une question. Bon, déjà je suis concernée par un trouble psy et par des troubles du comportement alimentaire. Et j'ai créé un podcast avec des amis sur le rétablissement. Et ma question est la suivante. Vu le nombre de followers que tu as, comment est-ce que tu gères ça avec ton travail? Moi aussi je fais de la finance, j'ai oublié de préciser. Oh. Et du coup, est-ce que tu n'as pas peur qu'ils l'apprennent? Est-ce que tu l'as dit? Enfin voilà, est-ce qu'il y a eu un espèce de coming out psy, nous on appelle ça comme ça à Maison Fâchée, voilà, comment tu gères le fait d'être aussi connu sur les réseaux sociaux et le travail plus formel? Je vais répéter ta question. Ah. Ouais. Comme un perroquet. Donc, une personne concernée par un trouble psy et par les troubles du comportement alimentaire, qui est adhérente de la Maison Perchée, a créé un podcast et elle demande à Inès si elle, avec le podcast qu'elle a fait, avait fait un peu une forme de coming out au travail vis-à-vis du TCA, et elle se demande si elle, avec son média, ne risque pas d'être à découvert d'un point de vue de l'employeur. Voilà. Alors, ouais. Oui, j'ai été obligée de faire un coming out thérapeutique, enfin je sais pas comment, c'était quoi la formulation, mais Qu'on sortir du placard. ouais, c'est exactement. On l'emprunte, juste désolé. Oui. On l'emprunte souvent au milieu LGBT, mais ça fait tout son sens aussi pour les troubles psy, et ça les dérange pas qu'on leur pique l'expression. Alors en toute transparence, au début quand j'ai créé ce compte Insta, évidemment que j'avais hyper peur que des gens tombent dessus, et pas que des gens de mon boulot, des gens de la vraie vie, enfin bref. Mais en fait j'ai pas pu le cacher longtemps parce qu'au bout d'un mois j'ai une amie à moi qui est tombée dessus. Donc petit à petit je commence à en parler à mes amis, mais au boulot par contre j'en parlais pas. Le moment où j'ai été obligée d'en parler au boulot, c'est que y a eu un moment donné où ce compte Instagram a grandi, et en plus de grandir, forcément je pense qu'ici il y a des gens qui, peut-être maintenant il y a beaucoup de gens qui en parlent, qui connaissent le monde de l'influence. Et donc en fait j'ai commencé à être approchée par des marques pour faire des placements de produits éthiques, je tiens à le préciser, je ne suis pas une influenceuse de Dubaï, mais... Publicité pour Goldman Sachs. Ouais, voilà, exactement. Mais en fait, quand j'ai eu ces premiers partenariats, il y a eu... t'es payé pour ça. Et donc, qui dit payé, dit création d'auto-entreprise. Enfin bref, il y a eu plein de trucs juridiques qui ont fait qu'à un moment donné, j'étais un peu dans un flou artistique où je me suis dit, est-ce que j'ai le droit d'être payée alors que j'ai déjà un métier? Et finalement, en me renseignant, j'ai vu dans mon contrat de travail que, en tant que salarié, on n'a pas le droit d'avoir deux contrat activités. d'exclusivité. Ouais, c'est ça. Donc, j'en ai parlé à mon employeur et j'ai dit, j'ai un compte Instagram à côté du travail. Je fais des partenariats, etc. Et pour le coup, j'ai dû signer une sorte d'avenant à mon contrat pour dire oui, vous avez le droit de faire ça à condition que, par exemple, vous ne bossiez pas avec les clients qui sont aussi nos clients. Bref. Mais du coup, c'est ça qui a fait que j'ai été obligée de faire ce coming out. Parce qu'en fait, juridiquement parlant, j'avais pas le droit de faire les deux en parallèle. Donc à un moment, j'étais un peu obligée. Et franchement, aujourd'hui, c'est un truc où c'est trop bizarre.
je trouve ça fou qu'avant j'avais honte de ce compte, c'est que aujourd'hui j'en parle hyper librement et je pense que parfois ça me dérange un peu, mais j'ai limite envie d'oublier. Je pense que quasiment tous mes collègues me suivent sur Instagram maintenant. Alors, donc c'est assez perturbant de se dire au début j'avais méga honte et maintenant un peu je m'en fous et j'ai souvent des questions par rapport à ça. Bah, c'est vrai que parfois on se fait des montagnes du jugement des autres, mais au final. Ouais. Bon après je Tant pense qu'ils qu'ils ne me servent pas de ça pour te fragiliser. Oui, Quoi. c'est ça, exactement. Dans ce milieu de requins. Oui. Du coup, il y avait Alex d'abord. Merci Alex. Donc du coup, on va passer. Tu veux que je dise la question ici Ah ouais, vas-y. C'est pour ça. Devant la caméra, ouais. Tiens, mets-toi bien derrière le. Hello. Bonjour et merci Inès. Merci à toi. Alors moi je suis concerné par un trouble psy. Je suspecte d'avoir des TCA en fait. Moi j'ai par rapport à la prise de traitement, j'ai pris beaucoup de poids. J'ai beaucoup compensé en fait des fois quand je me sentais pas bien. C'est pas un carré de chocolat, c'est la tablette, voire 2 tablettes, paquet de gâteaux, enfin bref. Et moi c'est une notion que t'as pas évoquée, c'est la dysmorphophobie. Parce qu'en fait moi quand j'avais 20 ans, je faisais 40 kilos de moins. Et ça change beaucoup le visage, 40 kilos. Et en fait, l'image mentale que je me fais de moi, en fait, et l'image de mon reflet, en fait, quand je me vois dans un miroir, je sens vraiment un décalage et je ressens un mal-être dans mon corps. Enfin, je me sens en décalage vraiment entre l'image mentale que j'ai de moi-même mais je trouve ça très important quand même, la dysmorphophobie. Hein. Ouais. Et je voulais savoir ton avis là-dessus. Oui, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé, alors que c'est quelque chose pareil qui est très propre aux troubles alimentaires. Alors la dysmorphophobie, je sais pas si tout le monde a en tête ce que c'est, mais c'est le fait de ne pas réussir à percevoir son corps comme il est réellement, autant dans un sens que dans l'autre. Ça peut être se voir plus grosse alors qu'on est plus mince, ou l'inverse, en fait, se voir plus mince alors qu'on est plus gros, enfin bref. Et effectivement, c'est hyper inhérent au TCA, c'est hyper compliqué d'avoir une image claire de son corps, parce que je pense que quand on a un trouble alimentaire, on est tellement obsédé par son apparence qu'on se focus beaucoup dessus, et du coup, moi je sais que c'est encore un problème que j'ai plus aucun problème avec l'alimentation, mais par contre l'image de mon corps c'est assez compliqué parce que j'arrive pas à savoir à quoi ressemble mon corps, et parfois je fais des trucs hyper malsains, enfin typiquement toujours Antoine, mon mari qui est là, c'est hyper courant que je me demande alors je suis grosse, est-ce que là je suis grosse, enfin bref, mais parce que c'est pas du tout pour qu'ils me disent t'es pas grosse ou t'es grosse, enfin peu importe, mais c'est parce qu'en fait je n'arrive pas à voir à quoi je ressemble, et je sais pas comment régler ce problème. J'avais pensé à aller voir une je sais plus comment on dit, il y a une psychologue mais du corps, je crois que ça s'appelle psychomotricien, enfin je sais plus, mais j'ai pas de solution malheureusement. Très probablement psychomote. Hein. Ouais. Ils font ça, Ouais, parce que moi j'avoue c'est encore un problème rapport à que j'ai. l'espace et au corps et tout comme ça. Ouais. Mais effectivement c'est quelque chose de très présent dans les troubles alimentaires, la dysmorphophobie. Et ça Ouais. fait beaucoup de mal. Oui, c'est dur. Hein. Même moi, je prends l'exemple de moi. C'est pareil. Je suis encore en moi ce petit bonhomme de 19 ans avant le diagnostic, quoi. Donc je pense que pareil, on en avait déjà parlé. C'est difficile de se voir comme ça en ayant pris cher par la vie. Bon, faut tenir bon. C'est rien n'est irréversible. Je vais passer directement à une question. Ouais. Bonjour, en fait je trouve déjà l'échange hyper intéressant, donc merci d'être là, et je me sentais en totale connexion avec toi sur certains trucs, bien que j'ai pas les mêmes troubles. Mais du coup, comment tu as fait pour stopper cette voix intérieure? Est-ce qu'à un moment donné, tu as vraiment pris conscience que tu avais réussi à niquer cette voix intérieure qui te détruit, et comment tu as réussi à accepter tout ce mal-être et se dire maintenant j'en fais quelque chose de positif? Ouais, je rajouterais. Ah non, faut que je répète, pardon. Désolé. Ouais, mais en fait, ouais, je la tournerais comment t'as eu le déclic pour passer de la voix qui domine à une voix dominée, en fait. Tu vois. Comment t'as fait pour transformer ça et te dire ça y est, c'est derrière moi, j'en fais quelque chose de Comment t'as vraiment transformé ça? En combien de temps, même, si tu peux le timer? Ouais, c'est une trop bonne question, merci beaucoup et merci pour tes mots. En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il y a eu un moment... Pareil, j'aime pas ce terme, mais en vrai c'était ça, c'est qu'il y a un moment où va savoir pourquoi t'as une sorte de déclic, t'en as marre, moi en fait c'était un truc tout bête, j'étais en vacances avec mes parents, on allait chez le glacier après le repas, et j'étais incapable de prendre autre chose qu'un sorbet au citron, alors qu'en vrai moi j'avais envie de la glace au Nutella, et
je sais pas, je me suis dit, en fait, c'est un truc aussi bête que genre juste cette glace, mais je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie toute ma vie de manger un sorbet au citron, j'ai envie de prendre la glace que j'ai envie de prendre, et voilà. Donc, ça a commencé comme ça, mais après, évidemment, c'est pas juste le fait de m'être dit ça qui a fait que du jour au lendemain, j'ai mangé ma crème glacée. Ça a pris beaucoup de temps, bien 2-3 ans. Mais le déclic est dans la nourriture quand même. Oui, le déclic était dans la nourriture, et après, au-delà de la nourriture, je pense qu'il y a eu un truc où... Une révolte. Oui, une révolte, et justement, il y a un sujet pareil. Tout à l'heure, on parlait de la dysmorphophobie, mais il y a autre chose dont j'ai pas parlé, j'ai pas pensé à en parler, alors que ça m'a énormément aidé. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est le féminisme en vrai. J'ai lu beaucoup d'essais féministes. En fait, je sais plus qui m'avait offert le livre Beauté fatale de Mona Chollet. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le féminisme avec ce livre-là. Et en fait, cet essai, c'est un essai qui parle des injonctions à la beauté qui pèsent sur les femmes. Et je sais pas, j'ai eu un truc de révolte, comme tu dis, où je me suis dit, mais non. En fait, je sais pas, c'est un truc très aliénant en fait de devoir être mince pour correspondre à un standard de beauté. Et donc ouais, ça m'a saoulée et je me suis dit j'ai envie de vivre, j'ai envie de profiter de la vie, je suis jeune, j'ai pas envie de... Enfin, je me répète avec ce sorbet au citron, mais j'ai pas envie de bouffer des sorbets au citron toute ma vie parce que j'ai peur de crème glacée, quoi. Alors moi c'est marrant parce que je prends les deux. Ah ouais? Moi c'est citron Nutella. Ouais, ah j'adore. Du coup... comment tu as transformé ça en quelque Ah chose oui. Ouais, du coup... Ouais. En je suis plus dominée par cette voix, tu veux dire? Ouais, et j'en fais quelque chose pour Ouais. les autres. Bah, en vrai, je pense que déjà le compte Instagram m'a permis de transformer ça parce que bah, aujourd'hui je témoigne dessus et j'aide des gens, donc il y a déjà ça. Et au-delà de ça, je sais pas si ça répond exactement à ta question, mais je pense que je l'ai transformé en étant quelqu'un. Alors, je suis pas en train de me jeter des fleurs, mais je pense que je suis quelqu'un qui fait très attention aux autres et qui est très épicurienne. Enfin, j'ai vraiment envie de profiter de la vie. Et bon, parfois ça me joue aussi des tours, mais en fait, si tu m'as dans un groupe d'amis, tu peux être sûr que si tu me proposes un truc, bon, c'est pas très bien, mais je vais toujours dire oui en fait. En fait, chaque expérience de vie, j'ai envie de la vivre parce que je pense qu'il y a vraiment des années de ma vie où cette voix a tellement été dans ma tête que vraiment ça m'a gâché la vie et ça m'a enlevé des années de vie selon moi. Enfin, c'est peut-être extrême de dire ça comme ça, mais moi je l'ai vraiment vécu comme ça. Et donc aujourd'hui, la façon de battre cette voix, c'est en fait, dès que j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et typiquement, je reviens encore une fois à ce compte Instagram, mais il n'y avait rien qui me destinait à me lancer sur Instagram, à créer ce média. Enfin, j'aurais pu faire ma vie classique, mais maintenant, dès que j'ai envie de faire un truc, je le fais. Voilà. Alors, juste petite question en plus. Oui. Parce qu'on n'a pas évoqué ce mot qui est, je pense, genre ultra important dans les TCA et même chez nous, c'est la solitude. Parce que tu dis que t'es yes man, tu fais plein de trucs et tout. Parce que les moments de solitude sont beaucoup plus vulnérables pour la voix, j'imagine. Ouais, oh my god, j'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est ça, t'as raison. Non, mais Désolée, c'est comme nous, parfois, moi personnellement, je trompe l'ennui, je fais des trucs et tout, parce que je veux pas me retrouver avec des voix. Tu vois, mais non, mais si, t'as raison. Non, mais c'est vrai. Enfin, tu vois, je vois en ton yes man ce truc-là. J'ai une autre question. Ouais. Du coup, on va laisser quand même les gens, parce qu'après, j'essaie de timer. Il est quelle heure, s'il vous plaît? 17h04. 17h04. Ok. Non, j'ai juste une question derrière. Ouais, dis-moi. Bonjour, merci pour l'intervention. Moi, je pose la question pour une amie, qui est une amie d'enfance, et j'avoue que je ne sais plus trop quoi faire. Là, ça fait 3 ans qu'elle est vraiment... Ça fait longtemps, mais là, depuis 3 ans, en fait, elle a pris du poids, et elle est bouffée par ça. Elle ne parle que de ça, elle ne parle que de son physique, et elle a même fait une tentative de suicide parce qu'elle ne supporte plus physiquement. Et en gros, je ne sais plus quelle attitude adopter, je ne sais pas si je dois l'écouter au risque d'encourager quand même un discours où elle me parle de chiffres, de nombres, de tours de taille, etc. Dire là ça te fait pas du bien, on arrête de parler de ça, ou alors essayer de la faire relativiser ou rationaliser, mais clairement elle est en dysmorphie. Ouais. Ça marche pas, et en fait je sais plus trop, donc je l'ai orientée vers des psys, je l'ai orientée vers des groupes de parole, et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui marche, et du coup je sais plus trop quoi faire aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu, là par exemple il y a quelques jours elle m'a envoyé un message, elle me disait voilà là j'ai perdu un peu de poids, nanana. Je sais même pas trop comment répondre à ça, je veux pas l'encourager, en même temps je veux pas lui dire je veux pas t'écouter, enfin voilà. Donc, Tu t'appelles comment? Adèle. Est-ce que, alors en fait je pense que t'as un besoin, on va pas, enfin j'ai pas envie d'y répondre là à l'oral, mais est-ce que Inès, toi tu serais ok pour discuter un peu après? Ah oui, avec grand plaisir. Comme ça, d'ailleurs, on peut parler de ton cas, comme ça t'auras ça. Oui, ça me va totalement, avec grand plaisir. Ouais,
Je pense que c'est mieux de faire comme ça. Et juste, C'est ça. comment? Je dois partir après. Dans combien de temps? Mais vraiment là, dans un quart d'heure. Ouais, bah super, on a terminé là. Il y a une dernière une petite question. Juste pour la vidéo, quelqu'un a demandé en fait des conseils pour une amie qui souffre de TCA boulimique, qui psychologiquement endure beaucoup cette situation. Donc ce qu'on va faire, c'est que Inès va parler peut-être comme une bonne père aidante. Oui. Désolé de faire ça comme ça, mais je pense que ça sera le plus Oui, efficace. bien sûr, ça me va. Ouais, du coup, on a une question là. Et toi, tu as une question encore après? Ouais. Juste que moi, je vais avoir des Larsen si j'ai le micro. Je vais avoir des Larsen. D'accord, ok. Du coup, merci beaucoup pour le témoignage, c'est hyper inspirant. Par rapport à ce que tu disais de la transformation, est-ce que tu peux parler aussi de l'amour que tu as pour toi, de l'indulgence, la tolérance, que peut-être tu n'avais pas avant et que tu aurais réussi à avoir? Enfin voilà, quelque chose sur ça. Est-ce que tu peux avoir ça va être la dernière question, je suis désolé, mais on a déjà été là 1 heure, je vais vous laisser tranquille. On finit par cette question qui est une super question pour la fin. L'amour propre, l'amour pour soi-même. Est-ce qu'on peut parler d'amour envers soi-même? Parce que l'amour c'est fort. Est-ce qu'il y a vraiment une relation forte avec soi-même? Est-ce qu'il y a de la haine envers soi-même? Alors, excuse-moi, non, dis-nous. Je sais pas s'il y a de l'amour avec soi-même, mais je pense que je suis vraiment beaucoup plus indulgente avec moi-même. Parce que quand je souffrais de troubles alimentaires, vraiment, tous les matins quand je m'en regardais, j'avais toujours ce truc de il faut que je maigrisse. Alors qu'aujourd'hui, j'ai plus ça dans la tête. Après, par contre, je vais être totalement honnête, je suis comme tout le monde. En plus, je suis une femme, donc dictée par ton cycle menstruel qui fait qu'il y a des jours dans le mois où tu peux pas te supporter. Mais je pense que je suis vraiment gentille avec moi. Et je ne veux plus jamais qu'il y ait cette voix dans ma tête qui me dit que je ne suis pas assez, que je suis trop grosse, que voilà. Et je sais pas, ouais, enfin, encore une fois, je sais pas si le terme amour est le bon, mais je suis vraiment sympa avec moi. Et je suis, enfin, pareil, j'espère que ça n'est pas prétentieux, mais je suis très fière d'être sortie de ça. Et je veux vraiment profiter de la vie aujourd'hui parce que vraiment, c'est trop important. Voilà. Je te remercie beaucoup Inès. Alors nous on est un peu comme toi, on est devenu un peu un média, tout ça. Je voulais savoir si, vraiment une dernière question, si tu avais des équipes, si tu avais eu des stratégies pour fonder ta communauté, comment s'est passé tout ça, est-ce que tu as fait tout ça de manière très instinctive, est-ce qu'il y a des choses, par exemple pour ceux qui nous écoutent, qui sont essentielles pour monter un site Instagram? Alors ma réponse va être très amatrice. J'ai pas d'équipe et tout. J'ai fait beaucoup à l'instinct. Mais par contre, un conseil que je pourrais donner, c'est que si tu te lances sur les réseaux sociaux, si tu crées un média, si tu crées que sais-je, je sais pas si ça fait très bisounours, mais pour moi, il faut être honnête. Enfin, faut pas. En fait, c'est ça que les gens ils ont envie d'avoir des discours honnêtes. Et je pense que moi, c'est ça qui a marché, c'est que j'ai été honnête, j'ai été moi-même et j'ai pas essayé d'avoir une grande stratégie, etc. Et ça a touché énormément de gens en France. Oui. Tu veux juste nous dire le pourcentage de personnes qui ont été TCA en France? Moi, la dernière statistique que j'avais, c'était que c'était 1 million de personnes quand même. En France? En France. Ok, d'accord. C'est énorme. D'accord. Mais après, mais ça peut être très sous-estimé par rapport à justement ce qu'on a dit tout à l'heure. Typiquement, les hommes qui sont pas forcément diagnostiqués. Donc, c'est 1 million de personnes diagnostiquées. Ouais, juste comme après, il faudrait un petit peu parler avec la dame là-bas. Oui. On va finir, mais Alex voulait poser une dernière question. Ouais. Fais court, Alexandre, s'il te plaît. La question est courte, mais la réponse, je sais pas si elle sera courte. Mais j'ai vu un documentaire sur Arte qui s'appelle Instagram, la foire aux vanités, et qui parle de toute l'histoire d'Instagram. Et c'est pour ça que ta question, la réponse va forcément être plus longue. Mais ton rapport aux réseaux sociaux, en fait, en tant que l'image que ça peut renvoyer de soi, la comparaison. Mais je pense que c'est une question plus un débat qu'autre chose, quoi. Ouais, mais c'est très important, je trouve. Mais je peux faire vite, même si, comme tu dis, c'est un débat. Moi, mon rapport aux réseaux sociaux, c'est que typiquement, quand je souffrais de troubles alimentaires, je sais qu'Instagram a fortement contribué à ça, parce qu'à l'époque, je suivais beaucoup d'influenceuses fitness, typiquement, qui partageaient leurs repas, se filmaient toute la journée pour montrer leurs abdos, etc. Donc clairement, ça a contribué à me faire tomber là-dedans, même si c'est pas le seul facteur qui a fait que je suis tombée là-dedans. Et encore aujourd'hui, je pense qu'on peut trouver du bon sur les réseaux sociaux, et j'espère que moi, je propage du bon, mais je vais pas mentir, je pense qu'il faut se le dire entre nous, mais les réseaux sociaux, c'est dramatique pour l'image de soi, c'est dramatique pour la comparaison. Et c'est bizarre de dire ça, sachant que je suis sur Instagram, mais j'inviterai toute personne à
qui a un rapport compliqué à son corps, à passer le moins de temps possible sur les réseaux sociaux, parce que je pense que ça ne fait du bien à personne. C'est pas humain de se comparer à autant de gens, donc voilà. Bon, pas très positive ma réponse, mais voilà. Bah, merci beaucoup Inès, De c'était rien. parfait de finir comme ça, sur les dangers des réseaux sociaux. Oui. Merci beaucoup et on peut tous s'applaudir d'être restés une bonne heure ici. Alors je vois le public un peu plus parsemé, ce qui est normal, il n'y a aucun problème. J'espère que ça a été riche pour vous, on aura la vidéo pour YouTube. Et voilà, je vous laisse. Est-ce que Inès, tu peux répondre un peu à des questions après? Je sais qu'il y avait la fille qui voulait. Ouais, et après, voir. on peut aussi te poser des questions ici. Bien sûr. Est-ce que tu as pris des carnets avec toi ou pas? Malheureusement. Ah ok, on aurait pu t'en acheter ici. Ouais, oui, c'est vrai que en fait on a envie de te dire, mais tu peux venir faire en cash ou enfin. Ouais, mais, Ok. mais si t'en as un sous le coude pour notre bibliothèque, on est chaud. Ouais, avec grand Mais plaisir. on le remplira pas, mais on verra de quoi il s'agit. Tu vois. Ok, bah je repasserai. Merci Inès. Merci à beaucoup. toi et merci à vous. Ouais. Vas-y, va. Ok, attends, chut.